bonsoir et merci d'être venus si nombreux déjà. Alors je vais commencer du coup par vous présenter les différents intervenants. Donc Jean-Charles Ray, chercheur donc, en littérature comparée à la Sorbonne. Donc Laura Gabriel-Boulet, doctorante en linguistique. Samuel Coabou, doctorant en sociologie et donc Fibre Tigre, narrative designer chez Niclot. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous faire une petite introduction sur l'histoire de la notion d'auteur dans la littérature et un petit peu aussi dans le cinéma. Alors déjà, petite précision étymologique, le mot auteur vient du nom latin auctor, donc qui signifie celui qui fait pousser, qui accroît. Donc au Moyen-Âge, la notion d'auteur existe, mais elle est complexe et globalement sujet au respect des textes des anciens. L'auteur moderne ne peut être auteur, seuls les anciens détiennent l'autorité sur leurs textes. Et encore, la notion est toujours intimement liée à la religion et à l'autorité divine. Ensuite, à la Renaissance, donc au XVIe siècle, Montaigne écrit ses essais. Il balaye l'autorité des anciens et utilise la première personne. C'est donc les débuts de la percée de l'individu, mais il faudra attendre le milieu du XIXe siècle pour que se fixe la notion d'auteur et qu'elle prenne la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc, à la même époque, la littérature se libère de l'autorité de la religion. La méthode critique la plus connue étant celle donc, de Sainte-Beuve, qui analyse la biographie de l'auteur et recherche l'intention de l'auteur. Puis, au milieu du XXe siècle, donc avec quelques précédents qu'on n'évoquera pas ici, les penseurs Roland Barthes et Michel Foucault piétinent la notion de l'auteur. Barthes dit, je cite, « La naissance du lecteur doit se payer la mort de l'auteur », et Foucault crée la fonction auteur en percevant cette autorité comme une entrave aux interprétations. Donc à l'inverse, à la même époque, donc dans le cinéma, apparaît la politique des auteurs, donc menée par les jeunes Turcs, futurs cinéastes de la nouvelle vague, qui maximisent la notion d'auteur en relevant donc un corpus d'auteurs et en incorporant une bonne dose de mauvaise foi, déclarant qu'un auteur ne peut réaliser de mauvais films. Et donc dans le jeu vidéo, donc on va donc diviser cette table ronde en deux parties. Donc on va d'abord vous parler de l'évolution de la figure de l'auteur dans le jeu vidéo. On va parler donc, du coup, de la légitimation progressive du jeu vidéo. Et en seconde partie, on va questionner donc, la position du joueur comme auteur à travers ses interprétations, et notamment à travers les vidéos de YouTube, les let's play, les walkthroughs, etc. Donc je vais d'abord demander donc, à Samuel, je vais lui demander donc, de nous parler de l'émergence de la figure de l'auteur dans le jeu vidéo, on va nous parler de la légitimation. Wow. Bien, merci beaucoup. Alors déjà, peut-être que je peux préciser ma position, mais je parle du point de vue de la sociologie de la culture, qui est une branche de la sociologie qui s'intéresse généralement aux produits culturels, donc pas uniquement, sous lesquels on met les jeux vidéo, mais généralement la littérature, le cinéma, etc. Et c'est à partir des comparaisons qu'on peut faire effectivement entre le jeu vidéo et ses autres champs, sachant que je ne suis pas spécialiste de l'histoire du jeu vidéo, je suis spécialiste de la pratique contemporaine du jeu vidéo, je suis spécialiste en tout cas, j'ai fait une enquête sur les joueurs contemporains de jeux vidéo et de tous les jeux vidéo, de la variété des jeux vidéo en France, mais c'est vraiment sur ce terrain historique, je suis un petit peu voilà, c'est à partir de comparaisons avec d'autres domaines de la sociologie que je vais pouvoir parler. Et donc effectivement, ce que je proposais à Antoine quand il m'a proposé de participer à cette table ronde, c'était de prendre la question de l'auteur alors d'un point de vue de la signification sociale plutôt du terme. C'est-à-dire qu'on peut faire l'histoire de l'auteur à partir d'une définition, disons, ontologique de qu'est-ce que c'est qu'un auteur et comment est-ce qu'on écrit les textes, etc., etc. On peut le faire aussi à partir d'une histoire sociale au sens de l'histoire de la position des objets dont on considère qu'ils ont un auteur dans des systèmes culturels. Et quand on fait cette histoire-là, elle a été faite sur la littérature par exemple, alors avec l'émergence de la notion d'auteur par des gens comme Alain Viala, qui est un professeur de littérature qui a fait un gros travail historique sur la naissance de la notion d'auteur.
quand on fait cette histoire-là, on se rend compte que l'émergence d'un auteur indépendant, au sens de quelqu'un à qui l'on va devoir attribuer une œuvre, et dont on va parler de l'œuvre, et dont on va pouvoir écrire en gros des corpus théoriques importants sur ces auteurs-là, elle est concomitante de changements dans, l'organisation des champs de production culturelle, l'organisation de la manière dont est organisée la production de l'art. Alors, pour l'auteur, classiquement, c'est l'apparition au XIXe siècle, en fait, via la faire monter plus loin, mais avec Bourdieu, on peut dire que c'est au XIXe siècle l'apparition d'un champ littéraire autonome, indépendant en gros du pouvoir politique, grâce à l'apparition d'un marché littéraire et le fait que la littérature est valorisée comme un art, et de plus en plus valorisée comme un art important et finalement qui finit par être l'un des plus importants avec la peinture et les arts plastiques. Donc c'est à partir de ce moment-là en fait qu'on commence véritablement à parler d'auteurs, à autonomiser des auteurs. Tu évoquais Sainte-Beuve, qui est un critique du début du XIXe siècle et qui effectivement a été important dans cette évolution-là. Et tu parles aussi de la nouvelle vague et de l'histoire du cinéma. Il me semble que c'est particulièrement important parce que dans le cinéma, l'apparition de la notion d'auteur a été aussi concomitante d'un changement de statut considérable du cinéma dans, disons, les hiérarchies culturelles en général. C'est-à-dire que le cinéma du début du siècle, c'est avant tout une production populaire et un art extrêmement populaire, dans lequel il y a finalement assez peu de distinction entre les catégories de spectateurs. Et c'est en fait avec justement la nouvelle vague, c'est-à-dire avec l'apparition d'un système de critique et l'apparition d'une hiérarchie finalement de plus en plus stricte entre les films, entre les productions, que naît justement la notion d'auteur. C'est-à-dire que c'est au moment où on a envie de distinguer ce qu'est le bon cinéma, c'est-à-dire le cinéma d'auteur, c'était ça, par rapport au reste, par rapport au cinéma grand public, au cinéma industriel, au cinéma, etc., bref, à tout ce reste du cinéma, et ben on va faire apparaître des auteurs. Et y compris, on va aller rechercher chez des gens qui ne s'étaient jamais considérés comme auteurs, ne s'étaient jamais pensés comme auteurs et n'avaient jamais été pensés comme auteurs par les spectateurs qui ont pour la première fois vu leur film, on va aller chercher des figures d'auteurs, on va les autonomiser, on va en faire l'histoire, on va faire l'exégèse de leur film, etc., etc. On a vu la même chose se produire à propos d'autres objets culturels. Le dernier grand exemple de genre culturel qui s'est légitimé dans le XXe siècle, il y a la bande dessinée, mais c'est pas tout à fait fini, et il y a surtout le jazz comme genre musical, c'est-à-dire que le jazz commence, vous le savez, comme une musique de danse, faite par des descendants d'esclaves dans le sud des États-Unis, principalement. C'est une musique qui devient très populaire comme musique de danse, c'est-à-dire une musique à danser, qui est jouée dans les cabarets, les music-halls, etc. Aux États-Unis, jusqu'au moment où, pendant l'entre-deux-guerres, le jazz est importé en France. En France, c'est pas du tout le même public qu'aux États-Unis, c'est pas du tout un public de masse. C'est un public, en gros, autour de Saint-Germain-des-Prés, c'est un public intellectuel, parisien, c'est l'avant-garde, globalement, des intellectuels français, et c'est eux qui légitiment le jazz, qui commencent à faire des critiques, qui commencent à écrire des journaux, à écrire des livres, etc. etc. Et c'est le retour du jazz aux États-Unis, après son passage par la France et son passage par cette intellectualisation, qui fait que tout d'un coup, on se met à découvrir que le jazz, c'était pas juste ce truc qui était joué par des gens dont on ne connaissait pas le nom, parce que simplement c'était les musiciens du dimanche, du samedi soir plutôt, et ça devient la chose, cette musique intemporelle qui est jouée par Louis Armstrong ou par Miles Davis, ou je ne sais pas. Donc voilà, Miles Davis est plus vieux, mais plus récent. Voilà pour l'idée. Donc en fait, dans ces genres culturels et dans leur histoire culturelle, on voit bien que l'apparition de l'auteur n'est pas la cause ni la conséquence directe, mais est un élément dans un processus de changement de position du genre culturel dans la hiérarchie des genres. Et du coup, avec le jeu vidéo, finalement, on assiste aujourd'hui, avec les discours qui peuvent commencer à exister sur la question d'un auteur du jeu vidéo, on insiste à un phénomène qui me paraît être assez similaire de celui qui a connu le cinéma avec la nouvelle vague et de celui qui a connu le jazz et de celui que connaît parallèlement la bande dessinée et tout un ensemble et la série télévisée avec le showrunner, la figure du showrunner comme auteur de série télé, etc., etc. Alors c'est pas du tout un processus qui est complet parce que la position du jeu vidéo dans les hiérarchies culturelles est en fait très ambiguë, c'est-à-dire de toute manière parce qu'il y a beaucoup de jeux vidéo différents et que tous ne sont pas légitimables. Mais de la même manière, on peut
penser que tous les jeux vidéo n'ont pas un auteur que l'on désigne comme tel, c'est une certaine catégorie de jeux vidéo qui est d'abord, à qui on va attribuer un auteur. Alors ça se fait entre autres par la recherche d'anciens et par la patrimonialisation, c'est-à-dire que les premiers auteurs qu'on tire, en fait, c'est les auteurs du passé, ceux dont on va, à un moment où on considérait que la production était complètement industrielle d'une certaine manière, on va dire que non, ces gens-là, en fait, c'est eux qui ont eu les grandes idées, qui ont fait les grandes innovations, qui ont fait les jeux que tout le monde connaît encore, et puis on va finalement écrire une histoire du médium. Et c'est ce qu'on a fait, on a écrit des histoires du jeu vidéo, on a tiré de l'histoire du jeu vidéo un certain nombre de figures importantes dont on considère aujourd'hui que c'est les grands anciens de la figure du game designer. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas spécialiste de l'histoire du jeu vidéo, donc c'est plus mes souvenirs d'enfance à certains moments qui reviendront que ma connaissance scientifique du sujet, mais des gens comme Sid Meier se sont vus autonomisés de cette manière. Et vous me reprendrez si je me plante sur les noms d'auteurs donc, ça vient, à mon sens, d'un processus qui est un processus de légitimation et qui est un processus, par ailleurs, et je finirai là-dessus, qui est un processus beaucoup plus large et qui ne vient pas uniquement des historiens ou des historiens amateurs, en tout cas des gens qui écrivent aujourd'hui l'histoire du jeu vidéo et qui sont, à ce titre-là, aussi ce que un sociologue américain, Howard Baker, appellerait des entrepreneurs de morale, au sens, pas où c'est des moralistes, mais où c'est des gens qui viennent pour proposer de nouvelles valeurs et pour essayer de les faire reconnaître par une communauté. En l'occurrence, proposer une valeur qui est « il existe un jeu vidéo que l'on doit qualifier d'artistique et qui a des auteurs ». Et donc c'est accompagné, ce processus-là, de tout un ensemble d'autres pratiques que vous pouvez voir à travers l'intérêt grandissant de la communauté universitaire, par exemple, pour le jeu vidéo, la légitimité grandissante du jeu vidéo comme objet d'étude, dont on est partie prenante par ailleurs, enfin moi et certains mes collègues. Ça vient aussi de l'intégration, l'absorption du jeu vidéo par d'autres sphères sociales qui sont aussi importantes dans les processus de légitimation, notamment à travers le processus de patrimonialisation, et c'est les musées et les expositions, et la multiplication des expositions. Alors à Paris, ces dernières années, vous avez vu le nombre d'expositions qu'on a eues sur le jeu vidéo, qui est vraiment assez impressionnant. Bon, tout ça, c'est des manières de faire émerger, de produire, de déplacer le jeu vidéo dans les hiérarchies culturelles. Ça ne veut pas dire que tout le jeu vidéo est tout d'un coup devenu l'équivalent de ce que serait l'art classique dans les hiérarchies culturelles. Ça veut dire simplement que l'on a pris, que des gens ont fait monter certains de ces objets, certains de ces sous-genres, certains de ces auteurs, des personnes, pour les tirer vers, disons, le haut des hiérarchies culturelles, et en faisant ça, on a produit une forme d'artification du jeu vidéo. Mais est-ce que dans le jeu vidéo, il n'y a pas eu aussi une forme d'autoproclamation de l'auteur avec des personnalités comme Chris Crawford, ou aussi on retrouve par exemple dans Adventure la signature de l'auteur en tant qu'easter egg? Alors, oui, il y a... Pourquoi? Pour Adventure en particulier? Non, pas Adventure, mais je veux dire, est-ce qu'on a vraiment eu de manière externe l'identification d'auteurs? On a ici il y en a un ou deux qui sont des experts de l'histoire du jeu vidéo là, dans l'assemblée, mais si je me trompe, quand Crawford il fait le premier jeu vidéo d'aventure du monde qui s'appelle Adventure, il essaie de faire une sorte de simulation. C'est pas Crawford. Oui, c'est Warren Orbison. Crawford, c'est le premier qui fait un bouquin sur le game design. C'est ça. C'est pas Crawford et Woods qui a fait Adventure? Non, c'est Warren Orbison. On en reparlera tout à l'heure. Il n'y a aucun problème. Non, d'accord. Et en tout cas, c'est bien la Colossal Cave, donc la simulation de spéléologie, un petit peu avec des nains et des mais c'est une inspiration, voilà, effectivement. Mais il y a dès 79, quand la Warner a arraché Atari et que les méthodes de management ont changé, que les employés sont devenus vraiment des gens sans importance pour le nouveau patron, c'est-à-dire que vous êtes des programmeurs, alors que les jeux à l'époque sont faits par une seule personne, programmation, graphisme, son. Ils sont pas du tout en fait considérés comme des auteurs chez Atari.
ils n'ont pas de prime quand ils rapportent des millions à Atari, et ils n'ont pas droit à leur nom ni dans la doc, ni dans le jeu. Donc il y a une révolte, et c'est la révolte qui va créer Activision par la suite. Ça, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure de la dilution, parce que les jeux vidéo sont faits par des équipes souvent importantes, donc on peut parler d'auteurs quand on a un jeu qui est fait par 1500 personnes. Oui, mais pas réellement le monde qui émerge non plus d'Activision. Oh si. Le problème s'est posé pour le cinéma aussi. Si, David Crane et Larry Kaplan, ils sont ultra célèbres chez les spécialistes du jeu vidéo. Et ils mettent leur nom en avant, ils ont des pubs télé. Non mais je pense que c'est pas comparable quand même, parce que si demain tu veux voir dans le cinéma par exemple un réalisateur de seconde zone, ce sera très difficile de lui parler. Demain tu veux voir le directeur de BioWare, tu peux lui serrer la main et le mec il va te recevoir, il va te parler. On n'est pas dans cette starification de l'auteur, on va dire. Dans le jeu vidéo encore, ça va arriver. Hein. Mais on a encore une période de grâce. On a quelques stars. Voilà. Et les stars, c'est, on va dire, dans l'œil du gardien, là, comme disent les Anglais, c'est vraiment vu des femmes, mais eux-mêmes ils sont très accessibles en général. Mais pour apporter une nuance à ce que le long de la belle démonstration qu'on a eue, je voudrais juste dire que c'est difficile quand même de comparer l'histoire du jazz, par exemple, à l'émergence de la question d'auteur dans le jeu vidéo, parce qu'aujourd'hui, dans le jeu vidéo, qui reste quelque chose de très très jeune, on a 500 jeux vidéo commerciaux qui sortent par jour. C'est aussi un poids économique énorme. Je n'ai pas de chiffre économique à l'heure actuelle, mais je sais qu'en 2008, on était de l'ordre de, est-ce que c'est le cas, 20 milliards de dollars par an, c'est ça? Ouais, on est dans ces ordres de grandeur-là. Donc on peut, comment dire, c'est pas un délire de genre à Saint-Germain-des-Prés. Et en plus, on est dans la mondialisation totale. Et qui dit mondialisation totale, dit une soumission intellectuelle au marché. C'est-à-dire que aujourd'hui, que vous soyez russe ou malais ou polonais, vous allez faire un jeu qui plaît aux Américains, parce que quoi qu'il arrive, 40% de vos jeux vont être vendus aux États-Unis. C'est pour ça qu'on a des jeux très bellicistes, très axés sur l'argent. On n'a pas des jeux qui ont une identité culturelle propre à un pays. Et même les jeux africains qui commencent à arriver, qui Eurogames, ils ont fait un beat 'em all par exemple. Donc on a donc un nivellement intellectuel de la production et donc une disparition de la notion d'auteur, même si on essaie d'émerger. Voilà. Je voudrais juste aussi parler de... Voilà, tu as parlé de la critique, de la légitimation de l'auteur par la critique. Voilà. Alors c'est intéressant, on va parler de la presse jeux vidéo, parce que les gens qui sont de la presse, c'est jeux vidéo. Aujourd'hui, la presse jeux vidéo, je vous invite à me contredire si je dis n'importe quoi, c'est une presse de prescription. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez acheter un jeu qui coûte 70 € et elle va vous dire il vaudrait mieux acheter ce jeu-là plutôt que ce jeu-là, parce que vous allez pouvoir vous en acheter qu'un par mois. Et ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est ce que les gens demandent. C'est-à-dire, les gens, ils veulent que le jeu ait 6 sur 20 ou 18 sur 20. Et avec ça, on a un feedback extrêmement faible en termes artistiques sur le jeu vidéo en tant qu'œuvre. Et d'ailleurs, on a une critique de la presse des jeux, enfin, on a un feedback du jeu vidéo qui est absurde, qui est de l'ordre de la critique de la machine à laver, et pas c'est-à-dire on vous dit le jeu marche, les graphismes sont beaux, la musique est pas mal, le scénario est bien, toujours cette typologie complètement segmentée, et on donne une note à la fin. Ce qui est... Enfin, vous avez vu, je pose un article satirique qui justement essaie d'évaluer des films de la même façon qu'on évalue des jeux vidéo, et c'était absurde. Donc on en est encore très très loin, et malheureusement, il y a Games qui fait des choses très intéressantes par exemple, mais il y a, la presse jeux vidéo a tendance à perdre en qualité parce que non seulement il y a cette demande qui est toujours omniprésente de je veux savoir quel jeu vidéo je peux acheter, mais en plus elle est en train de se faire vampiriser par les youtubeurs, et les youtubeurs c'est la course à la starification du youtubeur justement et pas du jeu vidéo, et donc à dire n'importe quoi. On en parlera, mais bon, c'est intéressant de dire que ok, un jour le jeu vidéo sera légitimé par la critique, mais aujourd'hui la critique malheureusement on est pour la grande majorité quelque chose de très 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 bien. Et au désespoir des journalistes qui veulent faire du bon boulot, mais la presse n'est pas là, enfin l'audience n'est pas là. Attention, parce que je parle du jeu vidéo, mais en fait il y a des jeux vidéo, c'est
pas une catégorie dont on peut parler dans son ensemble, et quand je parle de légitimation du jeu vidéo, il faut évidemment pas penser que ce que je suis en train de dire, c'est que l'intégralité des jeux vidéo qui sont produits à tel moment sont, enfin, voilà, je veux dire, la légitimation, elle touche en fait certains secteurs très particuliers et certains mondes très particuliers, c'est-à-dire en gros c'est le jeu indépendant, les jeux artistiques, le fait que, je veux dire, les jeux soient désormais produits dans des écoles, enfin, il existe des jeux qui soient produits dans des écoles d'art par exemple, c'est-à-dire que des gens qui sont des artistes s'intéressent aux médias, aux jeux vidéo et en font des objets qui vont exposer, etc. etc. Bon, c'est ces jeux vidéo-là qui vont être légitimés, c'est les jeux vidéo patrimoniaux qui vont être légitimés, ceux qui, dont là pour le coup une certaine critique, et il y a aussi des critiques qui sont en dehors de la presse jeux vidéo strictement dit, va un petit peu, enfin, va élever, mais ça ne veut pas, évidemment pas dire que c'est l'intégralité du jeu qui est dans cette dynamique-là. Comme pour le jazz, c'était pas non plus la question, et comme pour le cinéma, encore une fois, légitimer les auteurs comme les a légitimés la nouvelle vague, c'était avant tout rejeter tous les autres dans le côté du cinéma industriel et dans le... Juste une chose, tu as une vision patrimoniale du jeu vidéo, c'est-à-dire les jeux vidéo sont produits dans des écoles d'art et ils vont aller dans des musées par exemple. Mais aujourd'hui, quand on va au MoMA, qui est une branche à New York, une branche définitive dédiée aux jeux vidéo, on a Another World d'Eric Chahi, Cocorico, et on a Dwarf Fortress par exemple. Donc on a des jeux qui ont été, qui ne sont pas forcément commerciaux, parce qu'on a Dwarf Fortress, mais en tout cas qui n'ont pas été faits dans une dimension, je veux être à la unité lyrique quoi. J'aimerais juste apporter une... Alors, j'aime bien être de mauvaise foi et dire n'importe quoi, donc je vais dire quelque chose qui va vous choquer, et comme ça ce sera dit. Je ne crois pas du tout à l'auteur dans le jeu vidéo, et j'ai une démonstration pour ça, et j'aimerais bien que vous me disiez que je dis n'importe quoi, comme ça on m'aura appris quelque chose. Beaucoup de gens considèrent que Tim Schafer ou Ron Gilbert, donc Tim Schafer, créateur de Full Throttle et d'autres jeux, et Ron Gilbert, créateur de Monkey Island, sont reconnus aujourd'hui, mais surtout Tim Schafer, qui est vraiment une petite star, sont reconnus comme des auteurs de jeux vidéo. Donc, anecdote, vous arrivez à la Gamescom, il y avait Mike Ledlow, il était là, c'est un gros barbu, tout le monde l'ignore. Tim Schafer arrive, alors qu'il est vraiment beaucoup moins lourd, et là c'est la star, hein. Tout le monde photographie, selfie, tout ça, bon bref. Et il est beaucoup respecté par sa capacité à lever des fonds. Cela étant, quand vous prenez la carrière de Tim Schafer, c'est quelqu'un qui travaille dans une boîte qui s'appelle Lucasfilm Games, puis qui est devenue LucasArts. Et Lucasfilm Games, c'est donc la boîte de George Lucas, Star Wars, tout ça. Donc c'est quelqu'un qui, quand il va boire un verre d'eau, il va à la machine à café et il rencontre John Williams, par exemple. Donc il est dans une ambiance d'émulation intellectuelle de très haut niveau, ce qui fait qu'il produit effectivement Full Throttle, et après il produit Grim Fandango, qui est un jeu extraordinaire. Et quand il se sépare de cette ambiance et de Lucasfilm, LucasArts, qui le met dehors parce qu'il veut faire des Star Wars, il commence à faire une série de jeux. Et ce qui est extraordinaire quand vous observez ces jeux, c'est que vous avez une déperdition en qualité du jeu. D'abord, il fait Psychonauts, qui est un bon jeu. Après, il fait, je m'en souviens plus, enfin, il fait Brutal Legend, il fait Stacking, et là, il a fait Broken Age, qui est un jeu avec un budget pharaonique et qui est, on va dire, très ordinaire. Et donc, c'est bien, pour moi, c'est la démonstration que la notion d'auteur dans le jeu vidéo, c'est un coup marketing pour vendre plus de jeux vidéo. Ah, c'est le jeu de vidéo Kojima, il faut l'acheter. Alors en fait, non, c'est une équipe, tout le monde est important. Et et Stacking, justement, je crois que c'est plus l'équipe qui l'a développé que Tim Schafer. Oui, Stacking, mais c'est comme Ron Gilbert. Il a fait Monkey Island et il n'arrête pas de dire qu'il va faire un nouveau Monkey Island depuis des années parce qu'il vit sur sa Torah, et il a fait des jeux de Cave par exemple qui sont un petit peu anecdotiques, avec des budgets qui sont pharaoniques par rapport à ce qu'il a fait. Et enfin, si vous avez des contre-exemples, ça m'intéresse, mais en tout cas, je trouve que ces exemples populaires démontrent bien qu'on peut vraiment. Un jeu vidéo, c'est l'affaire d'une équipe. Voilà. Et donc la question d'auteur se pose. Il y a un contre-exemple là-bas. Non, c'est pas vraiment un contre-exemple, c'est une question. Comment vous vous positionnez du coup avec des collectifs qui se revendiquent collectifs d'artistes et qui veulent défendre une vision d'auteur et de présenter leur jeu comme une création d'auteur? Ça, il faut peut-être répondre pour moi, mais en tout cas, l'auteur providentiel, chevalier blanc, qui a la vision et qui fait tout, à la Molineux par exemple, on a vu et ça marche pas. Je sais. Non, mais pour les exemples d'auteurs qu'on fait tout seul, il y en a plein.
Après, Oui, il y a c'est Eric ceux Chahi. qui sont Eric Chahi, Voilà. voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc après voilà, forcément comme au cinéma. Alors, ce qu'on super- pourrait dire, c'est y a-t-il des auteurs qui ont fait plus de un hit? Voilà, c'est ça, Voilà. c'est cette Parce piste qui est intéressante. Parce que ça, parce qu'on peut toujours réussir par hasard, malheureusement. C'est un peu la loterie, sauf quand il y a 500 jeux par jour. Jean-Charles, est-ce que tu pourrais compléter justement sur ces figures? Moi, je suis pas tout à fait convaincu que cet aspect collectif en fait soit contradictoire avec la notion d'auteur, même dans on va dire les arts les plus légitimes, que ce soit la littérature, la peinture, etc. Derrière un livre, on a certes la patte de l'auteur, mais on a aussi le travail de l'éditeur derrière, enfin de toute l'équipe d'édition. Derrière de grandes fresques de la Renaissance, on a le travail des apprentis, du maître qui complète l'œuvre. Donc on a toujours ce problème en fait avec la notion d'auteur qui est très romantique, l'auteur qui va tout faire, qui va mener, etc. Et qui finalement occulte l'équipe derrière dans tous les cas. C'est typiquement le cas de David Cage, qui se pose en réalisateur de cinéma, qui mène des acteurs virtuels pour les faire jouer dans son jeu, et qui, ce faisant, fait disparaître complètement l'équipe des programmeurs, etc., qu'il y a derrière. On a aussi le cas dans le cinéma avec Hitchcock et le travail de sa femme, Alma Reville, qui au bout d'un moment n'est même plus créditée sur ses films, alors qu'on sait le travail énorme de montage qu'elle fait sur ses films. Donc, il me semble que là, on a vraiment la problématique de ce sujet, qui est l'idée que le jeu vidéo doit arriver à une maturité et qu'il ne peut y parvenir qu'à travers l'auteur. C'est par exemple l'idée de Jonathan Blow, celui qui a fait Brave. Mais en même temps, la difficulté est que c'est une œuvre collective, donc forcément l'auteur va occulter l'équipe derrière. Et il y a la question de la production du genre lui-même, qui est très complexe et qui implique effectivement de plus en plus des équipes étendues, etc. Enfin, on ne peut pas faire n'importe quel jeu dans une dimension d'auteur. Il y a des sociétés aujourd'hui qui ont anéanti la notion d'auteur. Le AAA par exemple, effectivement, il peut y avoir chez Activision quelques noms, et à terme, et c'est d'ailleurs une politique interne très compréhensible, on n'a pas envie de gens qui ont le melon dans une société où il y a effectivement 1000 personnes. Et en tout cas, pour les grosses productions, ça. Mais alors, comment tu expliques l'émergence d'un personnage comme Kojima? Kojima, c'est vraiment la perception du public. C'est la perception du public et de la presse qui a fait le personnage qu'il est. Et il y a des gens comme Eric Chahi, par exemple, qui sont extrêmement intéressants, qui ont fait de très belles choses. Pas seulement, il y avait From Dust aussi, c'est ça. Ouais. Voilà, qui est un jeu qui est au moins une direction artistique intéressante. Et pour revenir sur Jonathan Blow, c'est un exemple très intéressant parce que le mec il a fait Brave, il travaille sur son jeu. C'est un peu la blague chez les développeurs. Alors Jonathan Blow il va nous, parce que Jonathan Blow ça fait partie des gens qui ont dit après avoir fait Brave, le jeu vidéo c'est niveau 0. On n'a rien fait, c'est nul, vous allez voir, moi je vais faire un super truc, il a pris des architectes, il est en train de faire un Myst live, on l'attend tournant. Non mais c'est vrai, il faut avoir la de ses ambitions. Il dépendait toujours au moins du réseau de distribution de Xbox Live pour vendre son jeu. C'est-à-dire que ça n'aurait pas été un hit pareil s'il avait dû prendre en charge lui-même la distribution, le marketing, etc. Donc son indépendance reste relative. Il est lui-même un peu. Une chose, c'est que moi, en tant que développeur de jeux confronté à des diffuseurs, le seul diffuseur vraiment chiant, c'est Apple.
Parce que Apple, il ne veut pas que vous ayez de sexe, il ne veut pas que vous tuiez des animaux, par exemple, vous pouvez tuer des humains par contre. Et on peut mettre des nazis qui tuent des humains, mais pas des lapins. Et d'ailleurs, à ce titre, je suis en train de faire un jeu vidéo dans lequel il y aura, on va dire, des propos matures, et on fait une version Apple et une version autre diffuseur. Mais à part ça, Microsoft, surtout en ce moment, là, ils ont faim, tu t'apportes n'importe quel jeu, ils ne posent pas vraiment de problème. Là, ils sont très vigilants sur le fait que le jeu soit vraiment... il marche. Voilà. Et Nintendo, plus que les autres. C'est-à-dire que, pour la petite histoire, quand vous produisez un jeu, par exemple, sur un moteur qui s'appelle Unity, ça vous met, mettons, 6 mois de travail. Après, il faut... Enfin, vous pouvez le sortir tout de suite sur PC, après il faut un bon mois pour qu'il sorte sur une console parce qu'il faut l'adapter aux guidelines.